Thèse 261. La vanité est peut-être une des choses qu'un esprit noble a le plus de peine à comprendre. Il sera tenté de la nier même là où un autre type d'homme croira la saisir à pleine main. Le problème pour lui est de se représenter des êtres qui cherchent à inspirer une bonne opinion d'eux-mêmes, bien qu'ils ne l'aient pas, et donc ne la méritent pas, et qui, là-dessus, croient eux-mêmes à cette bonne opinion. Un pareil raisonnement lui paraît d'une part trahir un tel manque de goût et de respect de soi, d'autre part attester une si baroque déraison qu'il est enclin à avoir dans la vanité une exception, et à la mettre en doute dans la plupart des cas où on parle d'elle. Il dira par exemple « Je peux me tromper sur ma propre valeur, et pourtant exiger d'autrui qu'il reconnaisse la valeur que je me donne. » Mais ce n'est pas là de la vanité, c'est de la présomption, ou dans la majorité des cas, ce qu'on appelle humilité ou modestie. Ou bien, je puis avoir bien des raisons de me réjouir de la bonne opinion que les autres ont de moi, soit que je les respecte, les aime et prenne plaisir à chacune de leurs joies, soit que leur bonne opinion vienne confirmer et fortifier ma propre bonne opinion de moi, soit que la bonne opinion d'autrui me serve ou puisse me servir même si je ne la partage pas. Mais tout cela n'est pas de la vanité. L'individu aristocratique doit d'abord faire l'effort, en s'appuyant notamment sur l'histoire, de se pénétrer ce fait, que depuis des temps immémoriaux, dans toutes les classes inférieures, l'homme du commun n'était que ce qu'il passait pour être. N'ayant nullement l'habitude de se fixer lui-même des valeurs, il ne se conférait pas non plus d'autres valeurs que celles que lui attribuaient ses maîtres, car créer des valeurs est proprement le droit du Seigneur. On peut considérer que c'est après suite d'un très puissant atavisme que de nos jours encore l'homme ordinaire commence par attendre d'être jugé pour se soumettre ensuite d'instinct à ce jugement. Il ne se soumet d'ailleurs pas seulement à la bonne opinion qu'on peut avoir de lui, mais aussi à des jugements défavorables et injustes, qu'on songe par exemple à la manière dont les dévotes apprennent de leurs confesseurs à s'estimer ou à se mésestimer elles-mêmes, comment les chrétiens en général apprennent à se juger par l'intermédiaire de leur Église. Il est certain que le lent avènement de l'ordre démocratique, et sa cause, le mélange des sangs entre maîtres et esclaves, va désormais stimuler et répandre la tendance, à l'origine aristocratique et rare, de s'attribuer soi-même une valeur et de penser du bien de soi. Mais cette tendance s'oppose en tout temps à un penchant plus ancien, plus répandu et plus profondément enraciné, et dans le phénomène de la vanité, le penchant le plus ancien prévaut sur le plus récent. Le vaniteux se réjouit de tout jugement favorable sur sa personne, qu'il lui soit utile ou non, qu'il soit vrai ou faux, de même qu'il souffre de tout jugement défavorable. Il se soumet à l'un et à l'autre, il se sent soumis à l'un et à l'autre, il se sent soumis à l'opinion du fait de cet instinct archaïque de soumission qui se manifeste en lui. Dans le sang du vaniteux, c'est l'esclave, un reste d'astuce servile, et quelle part de l'esclave ne subsiste pas aujourd'hui encore dans la femme, par exemple, qui cherche à nous tromper en nous donnant une bonne opinion de lui. C'est aussi l'esclave qui s'incline ensuite devant cette opinion, comme si il ne l'avait pas provoquée. Encore une fois, la vanité est un atavisme.